Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, le ministère de l'enseignement technique à travers l'AGIP s'emploie pour outiller les jeunes afin de favoriser leur intégration dans le tissu économique, d'où le lancement ce mardi d'un programme visant à accompagner l'insertion professionnelle de talents juniors. Le 6e comité de pilotage du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove, des travaux qui se sont soldés par une bonne nouvelle. L'Agence française de développement s'engage à financer à hauteur de 30 millions d'euros. Nous irons à Bouquet à la découverte du musée régional construit depuis 1878. Il représente à la fois la mémoire et l'histoire de la Guinée pendant la période coloniale. Les tracés des esclaves pour le voyage du non-retour sont toujours présentes. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, l'Office national de contrôle de qualité continue de jeter ses forces dans la bataille pour la sécurité alimentaire. Elle vient d'outiller 130 de ses techniciens et inspecteurs aux méthodes de contrôle qualité selon les normes 17020 et la 17025, avec à la clé la signature des contrats de performance annuels. Abdul Karim Kamara. Par les temps qui courent, pas de répit dans les contrôles pour une sécurité sanitaire des aliments. Et l'Office national de contrôle de qualité ne dort pas sur ses certitudes. Dans un élan d'amélioration continue, les aptitudes de l'Office sont davantage consolidées sur les normes 17020 et 17025 en la matière. Chaque jour, il y a des nouvelles normes, des nouvelles directives. Il faut que les agents puissent s'en approprier. Pour nous, la formation est capitale. C'est une mise à jour continue. C'est ce qui nous permet, en tant qu'organe principal de contrôle de qualité, de jouer pleinement notre rôle. Les chefs cellules communaux et préfectoraux ainsi que les chefs de poste de l'ONCQ dans les frontières ont eu 2 semaines pour s'imprégner de nouvelles exigences, des méthodes modernes dans les laboratoires d'analyse et d'étalonnage et sur les procédures d'inspection. Se jeter comme ça dans l'inspection sans avoir les bases nécessaires, c'est le risque en fait de faire une mauvaise inspection et de souvent accepter de l'eau qui devrait être rejetée. Donc il faut avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire une bonne inspection afin de pouvoir au mieux témoigner de la qualité en fait, des produits qui rentrent sur le territoire en fait, guinéen et même ceux qui sont produits aussi localement. Il y a beaucoup de choses que nous avons appris et donc ça va nous permettre à l'avenir de faire le travail mieux qu'avant. Avec l'aide de la direction, nous allons encore mieux faire. En tout, ils sont 130 agents, dont 90 inspecteurs qui seront désormais tenus au résultat par le ministère du Commerce, Industrie et PME. La mission qui vous attend est d'une importance capitale. Il s'agit de garantir des denrées saines et conformes aux normes. Cela prouve que vous protégez la santé publique. Vous renforcez la confiance des consommateurs et favorisez un environnement commercial sain et équitable. Dans la foulée, ces techniciens et inspecteurs signent des contrats de performance annuels portés sur les missions à réaliser sur le terrain, les prélèvements et les analyses et la quantification des risques de consommation des produits alimentaires et non alimentaires. Je vous le disais dans les titres, le ministère de l'enseignement technique à travers l'AGIP s'emploie pour outiller les jeunes afin de favoriser leur intégration dans le tissu économique, d'où le lancement ce mardi d'un programme visant à accompagner l'insertion professionnelle de talents juniors, un programme qui va permettre à de nombreux jeunes de renforcer leurs compétences en recherche d'emploi et la création d'un réseau professionnel. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Élément clé du dispositif de l'État en matière de promotion de l'emploi, l'AGIP lance son programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle des talents juniors. Un programme qui permettra dans un premier temps à 150 jeunes de bénéficier d'un encadrement pour disposer de connaissances nécessaires afin de faire valoir leurs compétences sur le marché de l'emploi. 3 modules jugés comme fondamentaux leur sont appris.
Le premier module aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le personal branding. Après, on va avoir un autre module sur comment mieux faire son CV, sa lettre de motivation, comment mieux se vendre lors d'un entretien. Et un dernier module sur comment rechercher efficacement un boulot en Guinée et ailleurs. Et l'importance aussi du networking. La vision de la GIP est salutaire parce qu'elle prépare mieux les jeunes diplômés. Donc, elle leur donne tous les outils nécessaires, toutes les connaissances nécessaires, donc, afin d'être vraiment crédible sur le marché d'emploi. Avec les chantiers en cours dans le pays et les perspectives d'emploi qui s'annoncent dans le cadre du programme Simandou 2040, la GIP multiplie les initiatives pour mieux préparer les jeunes. Derrière ces formations, des partenariats sont noués avec les entreprises pour faciliter l'insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, vous savez que le programme Simandou, autour du programme Simandou, le centre principal, c'est la création de l'emploi. Ce programme-là est fait pour non seulement la population guinéenne, donc il faudrait non seulement au niveau de la population guinéenne assurer une formation professionnelle, une formation qualifiée pour que les besoins en emploi futurs qui vont se créer, pour que les Guinéens puissent obtenir et se saisir de cela. Cette initiative que pilote la GIP et qui va durer 2 semaines s'inscrit dans une démarche globale entreprise au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi pour réaliser l'ambitieux programme accéléré de création de 20 000 emplois ciblant spécifiquement l'insertion dans le secteur privé et dans la promotion de l'auto-emploi. En déplacement, une délégation du ministère des Mines et de la Géologie séjourne à Toronto, c'est au Canada. Elle prend part à l'événement Partenariat pour le progrès. L'idée est de promouvoir l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or pour un développement durable et des chaînes d'approvisionnement responsables. Depuis le Palais des Congrès de Toronto, Saint-Martin Francine Aduno, envoyé spécial. À travers une diplomatie offensive et prometteuse dans le secteur minier, la Guinée marque sa présence à l'international. Depuis quelques jours, une forte délégation composée des cadres et des responsables du ministère des Mines et de la Géologie est arrivée au Canada. Cet événement, organisé par l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, dont la participation de la Guinée est rendue possible grâce au Centre de promotion et de développement minier, est l'un des plus importants rendez-vous au monde dans le secteur minier. Il se tient chaque année à Toronto et rassemble des milliers de participants, notamment des opérateurs miniers, des géologues, des financiers et des représentants gouvernementaux de divers pays. Aujourd'hui, on a assisté à un forum autour de l'artisanat minier, les problématiques de l'artisanat minier organisé par IGF. Quand vous avez bien écouté ce qui se dit là-bas, la Guinée n'est pas forcément en retard. On a quand même quelques réformes qui sont vraiment innovantes. La participation de la Guinée est là effectivement pour prôner la politique qui a été fixée par le président de la République au lendemain du 5 septembre 2021. Ici, au Palais des Congrès de Toronto métropolitain, la Guinée tient un stand. Il attire et retient des visiteurs. Un espace bien aménagé qui sert de plateforme pour échanger des idées et établir des contacts. La délégation fait également la promotion d'un modèle d'exploitation minière en général et artisanale en particulier du pays qui profite à la fois à l'économie nationale, aux communautés locales et à l'environnement. Le président de la République a pu aujourd'hui fédérer toutes les actions et convaincre les investisseurs à venir investir en Guinée. Je crois que c'est toujours dans la démarche de la promotion du secteur minier guinéen. Et vous savez, à Indaba, la Guinée a vraiment brillé. Et ici aussi, la Guinée veut continuer à briller. La présence de la Guinée à ces forums témoigne de la volonté des autorités de redynamiser le secteur minier et de renforcer les relations économiques avec le Canada et d'autres pays participants. À Barcelone également se tient actuellement une rencontre de haut niveau sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au menu, les enjeux liés à l'intelligence artificielle. La Guinée est représentée à cette rencontre par la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Algassi Mouba. C'est une réunion ministérielle autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Thème central, les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Plusieurs pays africains ont pris part à cette rencontre de haut niveau. L'accès à l'Internet à haut débit et l'intégration du numérique à travers le programme Smart Africa étaient au menu. Aujourd'hui en Guinée, des actions concrètes que nous sommes en train de mener, c'est d'abord de multiplier les initiatives de création de data centers, donc avoir cette souveraineté nationale de données. Nous sommes en train de finaliser la mise en place de notre centre national de données, faciliter la circulation des données, créer moins de temps de latence et espérer qu'on irait vers le IXP africain pour réduire les coûts. Au cours de cette rencontre, des stands ont été installés pour promouvoir le numérique sur le continent africain. Tout comme ces tables rondes à travers des rencontres B2B, il a été question de mettre des stratégies innovantes pour des infrastructures numériques de qualité, mais également pour une utilisation rationnelle de l'Internet. Nous avons un projet de loi sur la mise en place d'une autorité de protection des données à caractère personnel qui devient vraiment une initiative que je veux que Smart Africa puisse porter au niveau du continent, que ce cadre soit peut-être un cadre de référence et que ce fonctionnement de cette autorité aussi puisse avoir un référentiel, des deadlines qui peuvent être utilisés pour nos États. Pour gagner le pari de l'intelligence artificielle et du numérique sur le continent africain, les accords sont annoncés dans le cadre de la fourniture d'électricité à travers une coopération énergétique pour alimenter les différentes sources technologiques. Sur le chenal de la Fatala, les activités minières se poursuivent encore. Nombreuses sont ces sociétés qui expédient la bauxite dans les navires vers l'étranger. Pour mieux contrôler ces activités, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières est sur le terrain pour une mission d'inspection. Aboubakar Yami, Souleymane Kondi. Dans le secteur minier guinéen, des progrès significatifs sont enregistrés grâce à l'implication effective des acteurs clés à tous les niveaux. L'ANAIM, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ne fait pas exception. Une de ces avancées porte sur l'amélioration de la performance des activités minières sur le chenal de la Fatala, corridor par lequel un pourcentage non négligeable des exportations annuelles transitent. Nous sommes en haute mer pour voir effectivement ce qui se passe sur le chenal de la Fatala. Et c'est une première pour la direction générale de l'ANAIM de venir jusqu'à la zone de transportement pour savoir comment est-ce que des barges, le minerai est chargé dans les navires pour l'expédition vers les pays destinataires. Pour venir jusqu'au niveau des zones de transportement, pour d'abord montrer à la République de Guinée le nombre de bateaux qui stationnent au niveau de la zone de transportement et le nombre de barges qui encore sont chargées et déchargées 24 heures sur 24. L'un des objectifs principaux de cette mission est de renforcer la présence de l'organe de l'État en charge de la gestion de toutes les infrastructures dédiées à l'évacuation des substances minérales. L'ANAIM collabore avec les différentes structures de l'État, relevant principalement du ministère des Mines et de la Géologie et du ministère des Transports. Le but de ces sorties-là, c'est de nous assurer effectivement que les quantités que ces compagnies-là déclarent sont effectivement les quantités qui sont exportées et de nous assurer que les redevances qu'elles doivent payer envers l'État sont des redevances qui sont correctes et qu'il n'y ait pas de perte pour l'État. Et au-delà du fleuve Fatala, nous allons également nous assurer également de la présence de l'État, notamment sur les routes minières également. Cette mission technique et de constat déployée par la direction générale de l'ANAIM vise à effectuer un contrôle général sur les installations portuaires des différentes sociétés minières qui utilisent le chenal de Fatala pour évacuer leurs minerais et ce, conformément à ses prérogatives. Dans l'actualité encore, l'université Kofi Annan de Guinée a abrité la deuxième édition du concours d'émulation dénommé Choc des Intellos. La compétition regroupe 26 candidats venus des établissements scolaires de Conakry. C'est un espace d'échange et de culture d'excellence en milieu scolaire, une initiative de Sinaï Productions en partenariat avec le ministère de l'Enseignement préuniversitaire. Le point avec Diana Yansane.
Dans cet espace culturel de Kofi Annan de Conakry, 26 candidats issus des établissements scolaires de la capitale s'affrontent au compte de la deuxième édition du jeu concours dénommé Choc des Intellos. Initiée par Sinaï Productions, cette compétition met en avant la culture de l'excellence en milieu scolaire. Nous aimerions que les autorités politiques et éducatives du pays s'intéressent au concours CDI, que nous mettons en place pour que les enfants aient un espace d'expression de leur intellect, posé par l'excellence et la culture de la compétitivité. Et c'est là que Sinaï Productions se place pour le concours CDI. L'objectif qu'on recherche au niveau du choc des intellos, c'est célébrer l'excellence en milieu scolaire de façon nationale. Bien vrai que nous avons commencé par Conakry, mais nous comptons avec les éditions à venir étendre l'événement au niveau national parce que l'excellence mérite d'être célébrée. Rendez-vous de l'excellence et du mérite scolaire. Cet événement est organisé en partenariat avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. L'objectif est de faire rayonner le système éducatif guinéen. Pour venir jusqu'ici, j'ai dû travailler beaucoup à l'école et être primé dans les évaluations pour qu'on me choisisse pour ce concours. C'est un véritable moment d'échange, de partage, de rencontre, mais surtout de promotion de l'excellence. Donc, j'avoue que je suis satisfait parce que ça rentre dans la vision édictée par nos autorités, en premier lieu le chef de l'État, le gouvernement et notre ministre, M. Jean-Paul Sédi. Pour encourager les jeunes compétiteurs, plusieurs prix sont en jeu au cours de cette deuxième édition. Des ordinateurs portables, des tablettes ou encore des sacs d'écoliers sont entre autres cadeaux prévus pour les participants. À 50 km de Conakry, Koya est la localité choisie cette année par le Lions Club Montloura pour célébrer la journée mondiale de l'audition. Au cours de cette célébration, les populations locales ont bénéficié de consultations gratuites en ophtalmologie et en ORL. Plusieurs patients ont été également pris en charge par des spécialistes dans ce domaine méconnu du grand public. Suleiman Kondé, Tierno Maoufba. À l'unité ORL de l'hôpital préfectoral de Koya, la journée mondiale de l'audition est célébrée dans un contexte de consultation gratuite sur les troubles auditifs et en ophtalmologie. À cette journée, des spécialistes dans ces deux domaines ont chacun consulté plusieurs enfants et adultes qui présentent des signes liés à un problème de l'oreille et de la vue. Je suis venu me faire consulter et je n'ai rien payé. Après la consultation, j'ai reçu des conseils par rapport à mon œil qui me fait maintenant mal depuis des années. Tout le monde est concerné pour les problèmes d'audition et de la vue. Mais plus particulièrement pour la cataracte, s'il faut citer cela, pour la vue, c'est les personnes âgées qui sont concernées. Mais en ce qui concerne les troubles de l'audition, c'est les enfants à bas âge qui sont les plus concernés parce que ce sont ces enfants qui parfois naissent sans qu'on ne sache qu'ils sont malentendants. Portée par le Lions Club Montloura, cette journée de consultation gratuite sur ces deux organes est inscrite parmi les axes prioritaires de cette organisation à vocation humanitaire. L'enjeu de cette gratuité vise à offrir des soins de qualité à la population de Koya. Au niveau du Lions Club, la surdité et la cécité constituent des œuvres majeures. Donc nous avons voulu jumeler les deux. Donc la consultation et les soins gratuits qui se sont déroulés aujourd'hui là, c'était au compte non seulement de l'ORL, au compte de la surdité, mais aussi de l'ophtalmologie pour tout ce qui est trouble de la vue. Nous sommes ici à Koya aujourd'hui pour dépister, sensibiliser et soigner certaines pathologies liées à la vue et à l'ouïe. Selon les spécialistes, les maladies de l'oreille sont provoquées en majorité par la génétique et des autres causes à 60%. Il s'agit des infections comportementales comme la consommation de certaines drogues qui peuvent altérer l'audition. Toujours dans le domaine de la santé, les structures sanitaires et hospitalières de la région de Bokeh sont dotées de lampes chauffantes. C'est un geste du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'idée est de réduire le taux de mortalité des nouveau-nés dans cette région. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarafdine Diallo.
Les lampes chauffantes permettent de traiter les nouveau-nés hypothermiques dont la température est basse à la naissance. Cette promesse tenue par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lors d'une de ses visites à l'Abbé augmente la chance de survie des nouveau-nés dans les structures hospitalières et sanitaires bénéficiaires. Pour améliorer les soins des nouveau-nés, et ces lampes chauffantes ont été envoyées dans les structures suivantes. 2 à l'hôpital régional de l'Abbé, une lampe chauffante au centre de santé de Pelel dans la préfecture de l'Abbé, une lampe chauffante au centre de santé amélioré de Yembere, une lampe chauffante au nouveau centre de santé de Téliré, une lampe chauffante au nouveau centre de santé de Lebekiré, et la dernière lampe chauffante a été envoyée à l'hôpital préfectoral de Lelouma. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait de sa priorité, au-delà de la construction des infrastructures, l'équipement en matériel de dernière génération des centres hospitaliers et sanitaires du pays. L'objectif de la lampe chauffante, c'est surtout traiter les enfants, les nouveau-nés malades hypothermiques, donc dont la température est basse à la naissance. Donc depuis l'avènement de la lampe, le problème est vraiment résolu. Nous avons la plupart des nouveau-nés que nous recevons dans un tableau d'hypothermie sont bien réchauffés et ça réduit la mortalité au niveau du service. Cette lampe chauffante nous apportera d'énormes bénéfices en matière de qualité et de soins essentiels du nouveau-né. Nous nous engageons à l'utiliser à bon escient. Depuis l'avènement du CNRD à la tête du pays, le système sanitaire s'est amélioré et désormais, de par la dotation des structures hospitalières et sanitaires en équipement, la qualité des soins médicaux se porte mieux. 6e comité de pilotage du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove, des travaux qui se sont soldés par une bonne nouvelle. L'Agence française de développement s'engage à financer la 2e phase du projet à hauteur de 30 millions d'euros, une réponse à la requête du ministre de l'Agriculture pour poursuivre les aménagements qui vont améliorer les rendements des producteurs. Explication Foudé Camara. En territoire de mangrove, grâce aux aménagements du projet d'appui au système d'activité risicole, de 700 à 800 kg à l'hectare, aujourd'hui, le rendement avoisine 3 tonnes à l'hectare, sur plus de 5000 hectares aménagés. Une performance fruit de la maîtrise de l'eau de mer et de la gestion judicieuse de l'eau douce. Principale priorité, faciliter la maintenance à court et à long terme par des aménagements plus durables. Si les projets antérieurs, on faisait des activités qui dépassaient la capacité d'entretien des populations, ce n'est pas le cas au niveau du Saritem. Aujourd'hui, des digues mécanisées sont réalisées par l'intervention des entreprises, mais aussi des digues à chimaux aussi sont réalisées et qui sont à la portée des bénéficiaires en termes de gestion, entretien et maintenance. Le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove est dans sa dernière ligne droite. Lors de ce 6e comité de pilotage, un nouveau schéma directeur est défini par tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Le projet a presque réalisé toutes les activités. Ils ont fait un taux d'exécution de 90% sur les activités de projet du Saritem 1. Donc il n'y a pas eu assez de recommandations parce que vraiment ils ont réalisé les activités à temps et puis avec un taux vraiment satisfaisant. Fruit de la coopération franco-guinéenne, cet instrument de développement rural couvre les segments de l'aménagement des terres à la commercialisation par le biais des centres de transformation et de dépôt-vente. Compte tenu des acquis, compte tenu des résultats que nous avons enregistrés dans ce projet, et suite à une demande des autorités de la Guinée, l'Agence française de développement a accepté de financer un Saritem 2 pour pouvoir continuer à développer, continuer à pérenniser les acquis dans ce projet au bénéfice des braves populations qui se situent au niveau de la Basse-Côte, notamment sur la mangrove. Ces mots constituent la bonne nouvelle de ce 6e comité de pilotage, après avoir financé le Saritem 1 à hauteur de 18 millions d'euros. Aujourd'hui, l'Agence française de développement s'engage à injecter 30 millions d'euros dans le Saritem 2. Ceci
pour capitaliser les acquis et continuer à alléger les travaux champêtres dans la mangrove. De l'agriculture à l'industrie, lancement officiel d'un programme de promotion des activités industrielles à Kindia dénommé Transforme. Ce nouveau programme vient accompagner les petites et moyennes entreprises locales à diversifier mais surtout accroître leur production. C'est un programme de l'Union européenne piloté par le Centre de commerce international qui va durer 4 ans. Falilou Diallo, Ibrahima Souri Kamara, Fanalabaya Kamara. Le concept est nouveau. Il est dénommé Transforme. Sa vision, aider les entreprises à forte croissance économique à accroître leur productivité. Pour cette première phase, la zone agricole de Kindia est privilégiée. L'UTC qui organise le premier atelier à Kindia pour réorienter les acteurs qui sont dans le filière du commerce des produits agricoles et halieutiques. Nous, en tant qu'autorité de la région administrative, nous ne pouvons que saluer, encourager et motiver l'UTC de démultiplier cela à Kindia parce que Kindia en a besoin. Je pense vraiment que ce projet aura beaucoup de réussite et aidera à soulever l'économie guinéenne vers le haut, notamment en créant des emplois durables, en permettant aux entreprises de devenir plus productives, plus compétitives et peut-être même à plus exporter. Lors de la présentation du programme d'emploi pour le développement du secteur privé et de l'industrie, plusieurs fleurons de la transformation industrielle étaient présents. L'idée est de les amener à lutter contre la dépendance économique. C'est un projet qui vise à accompagner les entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, qui évoluent dans le secteur de la transformation agroalimentaire et halieutique et qui va justement se poursuivre sur 4 années. Si nous parlons de transformation, la première des choses, c'est l'approvisionnement en matières premières. Dans ce cas, nous avons beaucoup de femmes qui évoluent dans la production de matières premières et qui alimentent ou qui approvisionnent les entreprises de transformation. Ce programme de l'Union européenne, à travers le Centre international du commerce, va s'étendre sur 4 ans et concerne l'ensemble des acteurs évoluant dans la chaîne des valeurs agricoles. Et pour terminer, notre reportage grand format nous amène à Bouquet à la découverte du musée régional construit depuis 1878. Il représente à la fois la mémoire et l'histoire de la Guinée pendant la période coloniale. Les tracés des esclaves pour le voyage du non-retour sont toujours présentes, mais pas que, vous allez le voir. Les objets et les cales de torture pour les plus téméraires résistent encore au temps. C'est un pan de l'histoire de la Guinée que nous raconte notre équipe basée dans la région, Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré et Mohamed Mara. À quelques encablures de la résidence du préfet se trouve le musée régional de Bouquet, construit depuis 1878, un endroit chargé d'histoire. C'est d'ici que René Caï est parti le 27 avril 1827 pour arriver en Algérie en passant par Tombouctou. D'autres résidents guinéens comme Dina Salif Kamara et Alpha Yaya Diallo sont également passés par ce musée. C'est un musée qui occupe un bâtiment historique datant de 1878, réalisé par le commandant de cercle d'alors, parce qu'après la guerre, l'abolition de l'esclavage en 1843, les esclaves clandestins passaient par là. Mais c'est un bâtiment, c'était un fortin dans le temps. Le fortin, petit fort. C'est le petit campement du commandant de cercle d'alors. C'était ici, ils campaient. Pour poursuivre cette découverte, les guides nous ouvrent les portes des différentes salles d'exposition des objets qui datent de la période coloniale. Ici, chaque objet a une histoire particulière. Et d'après tout, il y a l'impact aussi des premiers blocs qui ont été utilisés à la veille de la construction de ce bâtiment. C'est cette pièce-là que vous voyez ici. De sa date de construction 1872 à nos jours, cela fait 145 ans. Et jusqu'à nos jours, ni interne ni externe, il n'y a pas de fissure sur ce mur. C'est parce qu'elle a été faite en pierre taille. Cette histoire-là dépend de ces 3 toupes de cheveux que vous voyez sur la tête. Chaque toupe ici correspond à un message. 1. Qu'un enfant adoptif ne deviendra jamais ton propre fils. 2. Qu'il ne faut jamais lutter contre un chef tout seul. 3. Qu'aime beaucoup ta femme, n'est pas la dévoiler tout ton secret.
Les fusils que les Iroquois ont envoyés vers l'Afrique contenaient des échanges. Et nous, nos arrière-grands-parents, ils les ont utilisés comme étant les premières fusils d'échange africaines, appelées 3 tombées. C'est-à-dire tu tires, la cible tombe, le fusil tombe, le tireur tu tombe. Et ici, c'est l'impact de la médecine traditionnelle. Avant l'arrivée des Blancs, il y avait la médecine traditionnelle qui avait la force africaine. Et là, c'est un tabouret utilisé par la communauté Landouma, appelé Dabeti. Il est utilisé sous le moment de la guérison de l'hémorroïde externe. Les souffrants de l'hémorroïde externe, ils s'assoient au-dessus pour se traiter. Ce masque-là fut être utilisé par la communauté Nalou, appelé Kiringi, utilisé sous le moment de la diffusion des messages dans des communautés, village par village. Acte de circoncision, acte de mariage ou être événement. Entendez le son du clavier. À présent, nous voici dans la cave souterraine du musée. C'est là que les esclaves étaient soumis à toutes sortes de supplices avant d'être embarqués dans les bateaux pour un voyage sans retour. On déportait les esclaves clandestins. Et cette cave souterraine, de sa date de construction 1872 à nos jours, cela fait 146 ans. Rien n'est modifié sur cette cellule sauf la peinture. Nous vient qu'il y avait le foyer et là c'est les esclaves. Lorsqu'il s'agit de les faire sortir maintenant, colonne par un pour les envoyer vers le chemin du non-retour, il fait être enchaîné comme ça. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est comme ça qu'on les enchaînait, colonne par un, pour les déporter. Après avoir subi les sévices corporels, les esclaves enchaînés empruntent ce chemin communément appelé le chemin de non-retour. Un tunnel d'une distance de 380 mètres jusqu'au port négrier. De ce port négrier, ils sont embarqués dans les bateaux pour des travaux forcés en Europe ou aux États-Unis. Un moment pathétique pour ces braves valides qui ne vont plus jamais revoir leurs familles respectives. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.